Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane Junique, président du groupe Vive. Bonjour. Bonjour Stéphane Junique, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans On se dit tout, parce que je sais que vos interventions dans les médias sont plutôt rares. Merci de nous avoir accordé en tout cas cette interview exclusive sur l'Hémicycle TV. On va parler évidemment de santé, on va parler de l'économie sociale et solidaire, de thèmes qui vous tiennent à cœur, parce qu'il y a 2 dates en plus importantes à venir. Mais on va d'abord parler de vous, si vous le voulez bien, c'est le principe de l'émission. Vous avez un parcours assez exceptionnel, puisque vous avez commencé par être infirmier à 22 ans, et aujourd'hui, à 50 ans, vous êtes à la tête d'un groupe qui pèse 12 milliards d'euros. Racontez-nous ce parcours extraordinaire. Moi, j'ai le parcours d'un militant des solidarités et de la santé, et qui est un militant qui est inséré, en tout cas engagé dans la vie de la cité. J'ai commencé en effet en tant qu'infirmier. Oui. J'ai connu très tôt la maladie. Ma maman, à ma naissance, a été atteinte de la maladie de la sclérose en plaques, et donc j'ai vécu dans tout mon parcours ce qu'était la relation à la maladie. Je vous cache pas que je suis convaincu et je suis un défenseur des solidarités familiales. Et aujourd'hui, à la place qui est la mienne, la question des aidants est une question extrêmement importante, parce que je l'ai vécu à titre personnel. Et c'est vrai, quand je me suis engagé en tant qu'infirmier, ça a été une rencontre qui a été une rencontre extrêmement structurante pour la suite de mon parcours. J'étais à l'hôpital Broussais, dans un service qui était un service à l'époque extrêmement important, qui accueillait des patients atteints du sida. En 95, où j'ai pris mon poste, on est dans une maladie qui est encore une maladie, inconnue encore, hein. Ouais, en tout cas qui crée énormément de malaise dans la société, parce que on est sur des populations marginalisées, des toxicos, des homosexuels. On est aussi dans l'affaire du sang contaminé qui fait aussi des victimes de cette maladie. Et donc, je suis dans un service qui prend en charge ces patients à un moment où la trithérapie n'existe pas, et où donc la question de la prise en charge, notamment de la fin de vie, est extrêmement importante. C'est une question qui vous tient à cœur, on va en reparler de la question de la fin de vie. Hein. Et donc, ça a été... Je considère que ce métier est un beau métier. Je suis très reconnaissant du travail qui est aujourd'hui fait par les soignants. Et ça a été de très très belles années de ma vie, parce qu'elles m'ont construit dans le fait que la santé, c'était pas simplement prendre soin, mais c'était également s'occuper des enjeux de société. Quand on est... dans un service qui prend en charge une maladie comme celle-ci, on doit aborder la question de la prévention, on doit aborder la question du droit des malades, notamment quand ils sont en fin de vie. On doit prendre en considération leur entourage familial, qui est extrêmement important. Les soins palliatifs, qui est encore largement insuffisante en France. Hein. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je crois que vous avez accueilli Mathias Savignac pour évoquer cette question il y a quelques semaines avec lui. C'est pourquoi ce sujet, il est pour moi extrêmement important, parce qu'en fait, quand on aborde les sujets de santé, on aborde des sujets de citoyenneté. On aborde des questions qui touchent pas simplement à des affaires techniques et financières, mais bien à la manière dont notre société va prendre en considération le fait que chacune et chacun vive bien en prenant soin de soi. Alors déjà, ça c'est une chose essentielle, vous le dites, mais la santé manque de moyens dans un premier temps. Donc là, vous passez sur un cran supérieur, alors que le premier n'est pas complètement résolu. Oui, et pour autant, je reste convaincu qu'on a 3 défis qui sont des défis extrêmement importants. D'abord, les dépenses de santé, on le sait, vont exploser dans les années qui viennent, avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques, mais aussi le fait que, et on a la chance, on est dans un pays qui innove énormément. Donc il va falloir investir dans l'innovation thérapeutique et dans l'innovation médicale. Mais regardez, depuis 2011, vous avez eu des augmentations des dépenses de santé qui ont été multipliées par près de 30%. Et donc, le sujet de préoccupation qui doit être le nôtre, en tant qu'entreprise, en tant qu'opérateur mutualiste, c'est de dire comment, face à ces dépenses de santé qui vont fortement augmenter, on rend soutenable nos cotisations pour nos adhérents. Oui, qui augmentent aussi. Qui augmentent. De façon... D'une manière mécanique, parce que dès lors que vous avez un risque qui doit être remboursé, pris en charge, couvert, vous devez, d'une certaine manière, accompagner, pour le modèle économique de vos entreprises, accompagner cette réalité. Bien sûr. Mais l'autre question qui nous est posée collectivement, c'est de savoir comment on adapte notre modèle de santé, notre modèle de protection sociale, qui est lui-même impacté d'une manière extrêmement forte par l'explosion de ces dépenses de santé. Et je trouve que là, on a un sujet qui est un sujet, en tant que dirigeant mutualiste, qui tient
au projet de l'entreprise, à la manière dont on a envie d'accompagner nos adhérents, mais également sur la manière dont on pense notre modèle de santé et de protection sociale. Il nous reste 4 minutes, c'est court, hein, c'est un sujet passionnant. On va parler d'économie sociale et solidaire, puisque en mars prochain, il y aura les 10 ans de cette loi ESS, dite ESS. D'abord, c'est quoi l'économie sociale et solidaire en 2 mots? C'est un modèle d'entreprendre qui n'est pas public et qui ne relève pas également de l'entreprise classique que l'on peut avoir, c'est-à-dire un modèle d'entreprendre qui repose sur des capitaux. C'est un modèle d'entreprendre qui repose sur un engagement citoyen, c'est-à-dire comment on fait que les salariés sont acteurs de l'entreprise, mais comment on permet également à ce que des hommes et des femmes ordinaires qui sont engagés dans une association, dans une fondation, dans une coopérative, dans une mutuelle, participent d'un projet de société. C'est un modèle qui est un modèle que je trouve extraordinaire et je considère que notre pays, il n'est pas suffisamment fier de ce modèle-là. C'était peut-être la question suivante. Est-ce qu'il est suffisamment développé, ce modèle, selon vous? Aujourd'hui, c'est 2,6 millions d'emplois. C'est un chantier qui est important pour moi parce que depuis 2 ans, ce sont plus de 80 000 emplois qui ont été créés dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je considère que c'est un modèle qui nous permet, au fond, de construire l'entreprise de demain face notamment à la question des transitions. Vous avez des filières qui se développent à travers les entreprises de l'économie sociale et solidaire, sur la mobilité, sur le réemploi, etc. Je considère que c'est un modèle d'avenir. Et c'est vrai, on fête cette année les 10 ans de la loi Hamon, qui a été portée par le ministre de l'époque, qui a fait les choses avec conviction. Et on est très fiers de la manière dont cette loi est utile. Mais l'objectif pour nous maintenant, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin pour permettre à ce qu'il y ait une loi de programmation qui nous permette d'accompagner l'énergie de ces acteurs, mais également les financements futurs face aux transformations de notre société. Parce qu'il y a des financements, hein, justement, quand on est je sais pas comment on dit, labellisé ESS. Oui, il y a des financements. Alors quand vous êtes une association, que vous remplissez des missions d'intérêt général ou d'utilité publique, vous pouvez rentrer dans les politiques publiques et donc avoir des financements publics, des subventions. Mais quand vous êtes une entreprise, vous pouvez bénéficier, comme n'importe quelle entreprise, ici d'un plan de relance ou là d'aides, de soutien qui peuvent être portés pour l'ensemble des acteurs. Sauf que dans les entreprises de l'ESS, comme on considère que c'est une activité qui est un modèle qui est encore un peu marginal, il est important qu'on le soutienne davantage parce que je crois qu'il est au cœur des transformations de notre monde. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément encore assez connu, mais qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé ESS, pour être une entreprise ESS? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut soit être une association, avoir un statut, donc une association, un statut coopératif, être une fondation, d'être une mutuelle. Et puis, vous avez, à travers notamment la loi qui a été faite depuis 10 ans, être une société commerciale de l'économie sociale et solidaire et de pouvoir avoir ce qu'on appelle un label ESUS, c'est-à-dire de pouvoir, sur des critères de gouvernance, sur des critères environnementaux, exactement, de pouvoir remplir un certain nombre de critères qui correspondent à votre mode d'entreprendre. Vous savez, notre pays, il est aujourd'hui confronté à des questions extrêmement importantes sur l'hyperfinanciarisation, notamment de la petite enfance ou de la question du grand âge. Je considère que le modèle d'entreprendre de l'économie sociale et solidaire peut être un formidable levier, justement, pour préserver certains secteurs de cette hyperfinanciarisation à travers la logique de la non-lucrativité qui est notamment portée par ce modèle. L'ESS, ça peut être aussi un critère pour faire venir des talents, puisque de plus en plus de jeunes veulent avoir ont des exigences en matière de comportements environnementaux, etc. des entreprises. Donc ça peut être aussi un plus pour attirer les talents. Vous avez parfaitement raison sur le sens que l'on veut donner à son travail, à sa mission et à la manière dont on a envie de s'engager à travers son activité professionnelle. L'économie sociale et solidaire est en capacité, au fond, de concilier les deux. Comment je peux m'épanouir à travers un travail qui me permet d'avoir une rémunération, qui me permet de faire des choses qui soient utiles, mais également à travers le sens de l'activité qui est portée par un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui accompagnent des transitions sociales ou des transitions écologiques. Et de ce point de vue, on voit un vrai intérêt sur ce modèle d'entreprise, et c'est vrai une attractivité. Sur les 80 000 emplois qui ont été créés sur les 2 ans, on a des jeunes générations qui aujourd'hui disent « moi j'ai envie d'être dans une entreprise qui est une entreprise qui a du sens ». Absolument. On va passer à la question d'une grande école, la question d'un élève d'une grande école. C'est l'ESCP aujourd'hui qui va vous interroger, et c'est juste après le jingle. La question de l'ESCP pour vous, Christian Junique, sur le sujet de la transition écologique, on en parlait. Quels sont vos plus grands défis et comment pensez-vous pouvoir les relever?
J'ai partagé avec vous le sujet de la manière dont on accompagne les dépenses de santé qui vont évoluer, donc comment on réinterroge notre modèle d'entreprendre, notre modèle économique. Le sujet sur lequel nous sommes fortement engagés, c'est le fait que nos mutuelles contribuent à la culture de la prévention dans notre pays. Je vous donne simplement 2 chiffres. Le groupe Vive, à travers ses mutuelles, Harmonie, MNT, MGEN, c'est 11 millions de personnes que l'on protège. On investit aujourd'hui sur 500 programmes de prévention. Ce sont plus de 500 000 de nos adhérents qui bénéficient de nos programmes de prévention. Et donc, on a envie d'accentuer d'une manière beaucoup plus forte, notamment sur le sujet des déterminants de santé que sont l'activité physique et sportive. En année de Jeux Olympiques, c'est important, et notamment dans le sport santé en entreprise, mais également sur les fragilités psychologiques qui, pour nous, sont un déterminant à prendre en considération d'une manière extrêmement importante. Le groupe Vive, il rembourse 850 000 consultations de psychologues. Oui. Moi, je suis frappé par une réalité, c'est que sur... Une augmentation des consultations. Une augmentation, mais plus encore, les publics qui sont concernés par ces consultations, 24% des consultations que l'on rembourse concernent des moins de 17 ans. Voilà, de plus en plus jeunes, c'est terrible. Exactement. Donc, il y a un vrai enjeu autour des enjeux de prévention, mais également autour de ces 2 déterminants de santé. Sur la prévention, j'ai pris un engagement, 2% de nos cotisations demain seront dédiées sur des actions et sur des programmes de prévention. Sur l'ensemble du groupe, c'est potentiellement 110 millions d'euros qui peuvent être dédiés sur la prévention. Donc c'est un groupe, le groupe Vive, qui s'engage. Les jeunes, c'est vrai que c'est un sujet très préoccupant. De plus en plus ne vont pas voir de psychologue. Hein. Justement, ce mal-être grandissant, vous l'associez à quoi? À l'après-Covid, à la période de la pandémie ou... Vous avez plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération. D'abord, vous l'avez souligné, on a vécu ces dernières années et encore aujourd'hui à travers ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau international, c'est-à-dire une angoisse une angoisse. Ouais. C'est-à-dire la manière dont notre monde demain, il va pouvoir reposer sur un socle de stabilité, pas simplement de valeur, mais également de sécurité et de protection. Ensuite, le deuxième enjeu, je pense qu'on ne s'occupe pas suffisamment de notre jeunesse. Le fait qu'on ne les prenne pas en considération comme étant des acteurs de citoyenneté à part entière. Le fait qu'on ne les implique pas davantage comme étant des acteurs responsables sur la vie de nos entreprises, sur la manière dont on les considère au fond comme des acteurs de la société à part entière. Et je trouve que l'enjeu pour nous, c'est aussi de leur laisser une place. À travers des responsabilités dans nos entreprises, à travers le fait de leur faire confiance sur le portage de certains projets, pour qu'ils puissent trouver leur place et donc être bien. Et s'épanouir. On va passer à la question d'une entreprise innovante, la question de Deloitte aujourd'hui, juste après le jingle. La question de Deloitte que vous avez choisie, Stéphane Junique, c'est celle-ci. Quels sont vos principaux défis pour les années, les mois et les années à venir? Le droit à la santé pour tous, c'est l'objectif. Vous le voyez, les inégalités sociales et territoriales sont encore fortes dans notre pays. De plus en plus de Français n'adhèrent plus à des mutuelles parce que ça leur coûte trop cher aujourd'hui. Hein. Oui, et puis je le vois, le fait de ne pas avoir un médecin traitant en proximité, le fait de ne pas se reconnaître dans un parcours de soins qui soit lisible. Les choses sont parfois compliquées quand on a un problème de santé. Bref, il est important pour nous de contribuer à rendre effectif le droit à la santé pour tous. Concrètement, le groupe Vive investit 500 millions d'euros pour permettre à ce que l'offre de soins et de proximité puisse être une réalité. Au regard du fil sur la question des inégalités, je suis très fier qu'on ait engagé notamment sur une région qui m'est chère, la région des Pays de la Loire. On a ouvert 4 services de médecine de proximité, 2 à Laval, 1 à Cholet et 1 à Laval, et 1 au Mans. Ce sont 17 000 personnes qui étaient sans médecin traitant à qui on a permis de retrouver une place dans un parcours de soins. Comment est-ce que vous y arrivez à trouver des médecins traitants dans les déserts médicaux alors que le gouvernement n'y arrive pas? Il y a deux critères et 2 conditions qui sont pour moi essentielles. On peut avoir les meilleures politiques nationales du monde, qui sont beaux sur le papier. Si vous ne construisez pas en confiance avec les acteurs en proximité, autour d'un projet médical, en faisant confiance aux acteurs. Moi, je suis très heureux sur ces projets parce qu'on a travaillé avec les médecins, on a travaillé avec des médecins à la retraite, on a travaillé avec des soignants, on a travaillé avec des collectivités territoriales. Bref, on a bâti un projet de proximité qui correspondait aux besoins. On a donc fait confiance aux acteurs de proximité. Et puis l'autre élément, c'est que on s'attache également à être agile. C'est-à-dire que les services que l'on a pu mettre en place dans les Pays de la Loire, donc à Laval, au Mans ou à Cholet,
En fait, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas la même forme d'organisation parce qu'on l'a vraiment adapté à la manière dont les professionnels aussi avaient envie de travailler. Donc on concilie sur certains services de médecine de proximité un statut qui est un statut pur libéral, d'autres où il y a du mixte, d'autres où il y a du pur salarié. Bref, on a fait preuve d'intelligence sur les modalités d'organisation autour de ces services. Ce sont pour moi les deux conditions pour réussir sur les enjeux de santé. Trouver des solutions qui répondent aux besoins en proximité, mais surtout de travailler en confiance avec les acteurs. Et en concertation avec tous les acteurs pour trouver bien sûr des solutions. La question de l'hémicycle à présent, vous êtes prêts pour interpeller nos politiques? C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Stéphane Junique, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Question au gouvernement, vous avez 1 à 2 minutes et ce sera face caméra sur celle-ci. Nous sommes à 10 ans de la loi de 2014 qui faisait de l'économie sociale et solidaire un élément important. Ce que je constate, c'est que depuis 10 ans, les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui créent aujourd'hui de l'emploi, 80 000 emplois qui ont été créés sur les 2 dernières années, ne sont pas suffisamment accompagnés. Le modèle de l'économie sociale et solidaire est considéré encore comme étant un modèle d'entreprendre qui est accessoire. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous emparer, 10 ans après la loi Hamon, d'une loi de programmation qui nous permette, au fond, d'aller encore plus loin. L'économie sociale et solidaire, si on la développe, c'est de la croissance et de l'emploi qui sera créé demain. Mais pas n'importe quel emploi, de l'emploi qui sera en territoire, en proximité, puisque la plupart du temps, nous sommes sur des activités qui ne sont pas délocalisables. Ce sont des emplois qui nous permettraient de conforter des filières, notamment des filières d'avenir, face aux transitions de l'écologie et de l'accompagnement social. Ce sont des emplois qui permettent également de concilier de l'entreprise, de la filière économique, mais également des emplois qui sont engagés autour de l'action sociale, autour des solidarités. Et on le voit, le sujet du grand âge, le sujet du soin, le sujet de l'accompagnement de nos aînés ou de nos plus jeunes sera important à travers le développement des métiers de demain. Soyez fiers d'avoir dans votre pays des acteurs qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui font vivre l'économie des territoires, qui développent des filières d'avenir. Et c'est en cela où la programmation autour d'une loi sur le développement de l'économie sociale et solidaire est pour moi une priorité que je souhaiterais que nos parlementaires demain se saisissent pour pouvoir aller sur les 10 ans qui viennent dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, message très clair, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Junique d'être venu sur ce plateau de décideurs engagés. Vous êtes un vrai décideur engagé, on l'a vu. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro dans On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.